Organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, le Salon national de l'étudiant est toujours en cours à la Chambre de commerce, avec comme thème une orientation pour un emploi sûr, des stands d'écoles de formation, une représentation des entreprises, des psychologues, des chargés d'orientation, des moments de partage d'expériences professionnelles, tout était réuni pour une meilleure adéquation formation-emploi sur un marché du travail en constante évolution. Le Salon national de l'étudiant consiste justement à orienter, à guider, accompagner les futurs bacheliers et les étudiants sur les métiers qui rentrent en adéquation avec le marché de l'emploi, mais aussi quand ils sortent de là, qu'est-ce qu'ils sont censés choisir, quels sont les métiers, les carrières qu'ils doivent choisir, parce qu'aujourd'hui beaucoup choisissent juste, on connaît les secteurs en voie de développement, on a le numérique aujourd'hui qui gouverne le monde et je peux affirmer que le numérique aujourd'hui offre des métiers stables. Bien évidemment, on a l'agroalimentaire, on a l'agro-business. Dans une politique qui vise à réduire considérablement le taux de chômage au Gabon, le Salon national de l'étudiant est une plateforme pour informer ses futurs demandeurs d'emploi sur les réalités du marché du travail. Sur le besoin sur le marché, sur le besoin sur le terrain, lorsque nous allons à leur rencontre, ils ont besoin d'être orientés et voici l'occasion pour eux d'être orientés et d'être au contact des universités qui offrent de meilleures formations ici au Gabon. 3 jours d'échanges fructueux entre le monde des entreprises et celui des universitaires, les étudiants profiteront certainement des opportunités qui leur ont été proposées durant ce salon. Le Salon de l'étudiant constitue une plateforme de rencontres entre élèves, étudiants et les professionnels de l'orientation, les universités, les grandes écoles, les entreprises et les représentations professionnelles. Étudiants, en ce qui concerne ce salon, je retiens que voilà, c'est vrai que c'est une première fois et ça nous a permis de faire la connaissance de pas mal d'autres universités que nous ne connaissions pas d'abord et le personnel aussi. Et ça nous a permis aussi de découvrir certaines filières peut-être que nous n'avions pas encore développées. Et voilà le mouvement et la connaissance de certains aussi, de certains collègues, de certains congénères en général. Pour les organisateurs, cette plateforme constitue un véritable enjeu qui devrait impacter la plupart des étudiants. La première fois que nous participons à ce salon, l'enjeu c'est d'abord de nous connaître du grand public et deuxièmement c'est d'attendre à ce qu'au retour de chez nous, à l'Institut supérieur Saint-Paul, nous puissions avoir le maximum d'étudiants qui nous auront rendu visite et qui auront apprécié un peu les offres de formation que nous mettons à leur disposition. Au terme de ce salon qui aura duré pendant 3 jours, les retombées sont à évaluer. Nous sommes à mi-parcours. Le salon se termine théoriquement demain et puis on verra ce que ça donnera en termes de retour d'ascenseur. Voilà, en termes de retour d'ascenseur parce que, bon, c'est vrai, il y a un peu de mouvement. C'est pas trop ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le retour d'ascenseur. Voilà, c'est-à-dire que le maximum d'étudiants à intégrer ou bien à solliciter les formations que nous mettrons à la disposition des élèves des terminales pour l'année prochaine 2023-2024. À court terme, les leçons immédiates à tirer de cette rencontre seront connues au cours de la cérémonie de clôture prévue ce jeudi 27 avril 2023. L'inflation auquel font face les Gabonais depuis plusieurs années leur a imposé un changement de paradigme. Si par le passé certains compatriotes se livraient aux excès, désormais à cause de la vie chère, ils serrent la ceinture. Ce sont des sacrifices toujours comme on le fait. Ce sont des sacrifices. Il faut supprimer des choses qui ne sont pas importantes pour se concentrer à des choses importantes. Face à cette inflation qui perdure, les mères de famille sont dans l'obligation de réorganiser leur mode de fonctionnement. On s'organise de plusieurs façons, selon ce que vous avez. Par exemple, de nos jours, là, c'est un peu difficile avec le cours de vie qui s'est élevé. Et lorsqu'on regarde les salaires sont restés au même niveau. Ça n'a pas changé. Mais on constate que les prix sont plus élevés. Alors, de nos jours, c'est à nous maintenant de se réorganiser maintenant dans nos foyers. Comment faire pour joindre les deux bouts
on avait peut-être beaucoup d'engagements quelque part. C'est de réduire certains engagements, réduire aussi en ce qui concerne par exemple les dettes, essayer d'éviter les crédits. Si certains font dans la résilience, d'autres par contre souhaitent l'implication particulière de l'État. Nos différentes autorités pouvaient remédier à pouvoir mettre en place d'autres mesures, surtout pour des personnes qui sont déjà réalistes, c'est-à-dire celles qui savent ce qu'il faut faire. Les hautes autorités de ce pays pensent un peu à faire un geste sur ça pour la vie qui devient de plus en plus chère. Parce que c'est vrai, je suis un citoyen gabonais. Vu que je parle déjà aujourd'hui, nous avons des enfants à nourrir, la scolarité des enfants. Selon une étude récente, pour mieux lutter contre la vie chère ou l'inflation, il faut dénicher les promotions, choisir l'enseigne au meilleur prix, se mettre au fourneau pour chasser les produits transformés, se fixer un budget et ne pas le dépasser et surtout éviter le gaspillage. Déposer et récupérer chaque jour l'argent du taxi au quotidien prend fin dans quelques semaines, bientôt la fin d'année scolaire pour les classes intermédiaires. Une nouvelle bien accueillie par certains parents d'élèves dont la routine était quelquefois pesante. Pour moi, c'est souffrir d'aller chaque matin se réveiller 6 heures pour aller déposer les enfants. Quand ils vont prendre les vacances, ça sera un soulagement et puis moins de dépenses. Chaque jour, 500 le goûter. C'est moi qui pars chercher avant d'aller à l'école. Et ça me soulage aussi. Après 9 mois de cours, un repos s'impose, un ouf de soulagement qui fait appel au projet de grandes vacances. Je suis content que bientôt il y a les vacances parce que je veux partir au Togo voir mon grand-père. Après l'école, il faut quand même aussi prendre une petite pause. Je suis quand même content pour la pause. Le corps enseignant et les élèves prennent des dispositions pour un meilleur rendement à quelques semaines de la fin d'année scolaire. Les ABC des notions enseignées au cours de l'année, les livres et autres fournitures vont devoir faire une pause au grand bonheur des uns et des autres. Le niveau très avancé de dégradation de la route du quartier Alénakiri rend très difficile le quotidien des riverains. À pied ou en voiture, le tronçon routier oblige les habitants à de gros efforts physiques et les transporteurs à un parcours de combattants. Pénalise beaucoup, surtout ceux qui ont des automobiles. Et sachant bien qu'il y a un lycée ici, donc c'est difficile pour certains élèves d'arriver ici. Et certains transports urbains ont du mal à arriver dans ce quartier par rapport à la dégradation de cette route. Les premières victimes de désagréments causés par l'état de dégradation de la route, ce sont certainement les élèves et ce n'est pas sans conséquence sur les notes, pouvant ainsi remettre en cause un trimestre. Oui, souvent il y a certains taximans qui refusent parce que la route n'est pas bien, donc on arrive en retard à l'école. Et puis, si on pêche, les voitures qui nous prennent depuis là-bas, ça nous empêche d'arriver ici. Donc on arrive presque tout le temps en retard. Comme là, nous sommes en retard, on est en période de devoir, nous sommes en retard. Le projet d'amélioration du Grand Libreville et les agglomérations de l'intérieur du pays d'ici août 2023 reste une lueur d'espoir pour ces populations qui, depuis près de 7 ans, attendent l'amélioration de leurs conditions de déplacement et se disent abandonnés à eux-mêmes. Un ouf de soulagement pour les élèves et enseignants. L'eau potable est enfin de retour au sein des établissements scolaires. Il y a quelques années, aucune goutte ne sortait des robinets. Je trouve que c'est une très bonne chose, c'est une très belle initiative parce que nous en avons besoin, nous n'en avons pas assez. Parce que ça nous aide déjà qu'au moindre déplacement, s'il y a une pompe qui est très éloignée, nous devons faire un long chemin, ce qui fait en sorte qu'on peut arriver en retard en cours. Et là, le fait que ça soit accessible, donc proche de nos classes, ça nous arrange. Ceci nous permet de bien s'hydrater par rapport à l'EPS, quoi. On peut genre se doucher après les cours et tout. En plus, l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie, l'H2O, l'eau c'est la vie. Sans eau, on ne peut pas. Regardez sur ce soleil comme ça là. Le projet Pied-Pal a été mis en place dans l'optique d'améliorer le quotidien des enseignés et enseignants. On dit souvent que
les infrastructures précèdent le développement. Donc si aujourd'hui nos autorités ont compris qu'il faut le faire, il faut marcher sur cette voie ou aller dans cette démarche, c'est louable. On ne peut que s'en féliciter. On avait souvent des soucis d'eau. Bon, on dira que c'est dans toute la ville, mais si aujourd'hui ils ont déjà pris le devant pour commencer ces installations dans les écoles, c'est déjà une bonne initiative. C'est ici 27 km de canalisation totalement rénovée avec le programme intégré d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Libreville. Le Gabon, à l'instar du reste de la planète, vient de célébrer la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, une maladie qui continue de faire des ravages, notamment en Afrique. Même si la médecine moderne connaît des avancées significatives en matière de traitement de cette maladie, la médecine traditionnelle dispose également des atouts nécessaires. Et nous, dans la médecine traditionnelle, nous avons donc ce traitement qui consiste à protéger d'abord le foie, qui est un organe très important de notre organisme, et ensuite de purifier le sang. Donc nous avons des traitements contre le palu. Je ne sais pas si je peux en citer. Nous avons d'abord, en premier lieu, ce mélange, cette infusion de deux plantes, deux arbres de notre forêt, de la forêt gabonaise, notamment l'arbre qu'on appelle enfant écouk et l'autre, toujours enfant, qu'on appelle onfuo. Donc ces deux arbres bouillis et bien traités sont des médicaments efficaces pour le palu. Les traditionalistes disposent des éléments appropriés pour détecter cette pathologie. Et dans la médecine traditionnelle, nous avons personnellement, parce que je traite de cette pathologie, constaté que le palu a une particularité, c'est que ces fièvres donnent généralement au malade la transpiration. Donc le malade sue malgré le fait qu'il ait à l'intérieur une impression de fraîcheur. Donc c'est déjà un symptôme, c'est déjà un aspect. Et ensuite, il y a le mal des articulations. Le mal aux articulations, à ne pas confondre avec le mal aux articulations dû à la grippe. Et donc, ce sont des manifestations du palu que nous connaissons déjà et nous savons les neutraliser. Comme la médecine moderne, il existe des moyens traditionnels pour se prévenir du paludisme. Oui, elle existe bel et bien. La preuve, c'est que vous et moi, je vois que vous êtes des années 90 peut-être, mais nous autres qui avons vécu avant que les hôpitaux ne soient répandus, moi je suis né dans la forêt de Kandoboudiala, donc à Mimongo, la prévention existe bel et bien. Ma maman a pris des médicaments pour être protégée contre le palu et on m'en a administré. Donc la prévention existe. Selon une étude menée en Afrique, 87,6% des ménages en cas de présomption du paludisme font de l'automédication traditionnelle. Médecine traditionnelle, médecine moderne. Qui est médecine moderne? Qui est médecine traditionnelle? Moderne signifie actuelle. Ça veut dire que la médecine que vous appelez être moderne est une médecine acceptée par vous qui vivez actuellement. Et la médecine traditionnelle n'est pas acceptée par vous? Si, bien sûr, puisqu'elle nous traite. Donc les deux médecines sont modernes, puisqu'elles sont actuelles. La relation doit bel et bien exister parce que la médecine que vous appelez moderne est une médecine qui se nourrit des plantes, de nos forêts, de nos herbes, de nos feuilles, de nos écorces d'arbres et autres, mais qui ne retire que des molécules de ces plantes. Et nous, médecine moderne, qualifiée de traditionnelle, nous utilisons les mêmes plantes, les mêmes écorces. Par exemple, la médecine que vous appelez moderne parle de cette plante artésiane, voilà. Ben, c'est une plante de nos forêts. Donc, il y a bel et bien cette relation, c'est que la médecine que vous appelez moderne, que moi je préfère appeler médecine venue de l'Occident, utilise les plantes. Nous,
les traditionalistes, médecine moderne traditionnelle, parce que nous sommes actuels, nous utilisons des plantes, voilà une relation. Maintenant, en termes de relations institutionnelles, il faut simplement que le ministère de la Santé réactualise le projet de valoriser la médecine traditionnelle de telle façon à ce qu'il y ait une collaboration étroite entre celle dite moderne et celle qualifiée de traditionnelle. Célébration ce 26 avril de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Rappelons que la propriété intellectuelle est une branche du droit qui regroupe l'ensemble des règles applicables aux créations intellectuelles ou immatérielles qui sont des biens incorporels. Elle se compose en droit français en deux grandes parties du Code de la propriété intellectuelle, la propriété artistique d'une part et la propriété industrielle d'autre part. Cette année, le thème choisi pour la Journée mondiale de la propriété intellectuelle est « Les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer l'innovation et la créativité ». Il faut dire que les femmes, cette année, sont mises à l'honneur par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. L'objectif est clair, mettre les femmes inventrices et entrepreneuses en lumière au bénéfice de l'économie pour lutter contre les inégalités existantes dans ces secteurs et dont elles sont parfois victimes. Au Gabon, comme dans le reste du monde, les femmes sont sous-représentées dans le domaine de l'utilisation de la propriété intellectuelle. Leur potentiel à innover est sous-utilisé. C'est pourquoi le travail de l'organisation de la propriété intellectuelle consiste à renforcer les capacités des femmes et consolider leur participation dans le leadership, un domaine dans lequel elles sont créatrices et innovantes. Le Gabon et les autres pays de la zone économique de libre-échange se concentrent sur les instruments juridiques afin de réguler la propriété intellectuelle sur l'ensemble du continent. C'est une question qui porte sur la sauvegarde des intérêts de chaque État membre et de ses populations, particulièrement les femmes, grâce à leur créativité, qui constitue un moteur essentiel de l'économie de l'Afrique. Pour le secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, c'est un honneur d'être reçu par le président de la République ce jour. Nous sommes toujours très honorés d'être au Gabon, puisque le Gabon, c'est quand même un exemple des pays de la sous-région par son développement socio-économique, par son développement politique. Au palais de la présidence de la République, Georges Rebelo Pinto Chikoti est venu situer le chef de l'État sur la politique menée par cet organisme international et particulièrement sur l'accord post-Cotonou qui nécessite l'adhésion des 27 membres de l'Union européenne. Et vous savez que nous, on travaille avec l'Union européenne sur la base d'un accord de partenariat que nous signons tous les 20 ans. Et cette fois-ci, nous avons donc négocié un accord qui s'appelait l'accord post-Cotonou. Et le post-Cotonou, donc, il a été négocié pendant 3-4 ans, mais nous ne l'avons pas encore signé. Donc je suis venu informer le président les raisons du délai, et parce que vous savez que l'Union européenne, dans ses procédures, elle a besoin que les 27 États membres soient d'accord. Il y avait un État membre qui n'était pas encore d'accord, mais je crois qu'aujourd'hui, cette question doit être résolue. L'acte de signature de ce partenariat par l'ensemble des membres des ACP et de l'Union européenne devrait donc permettre l'implémentation de cet accord. Pour nous, la visite au Gabon elle est très importante parce que le Gabon est aussi un membre très actif au sein du comité des ambassadeurs de l'OACP à Bruxelles. L'accord post-Cotonou, c'est l'accord qui va permettre à l'Union européenne et les 79 pays États membres du Caraïbes et du Pacifique d'implémenter des accords de coopération. Et dans ces accords, vous savez que l'Union européenne finance une bonne partie des programmes et des projets pour une période d'années, pour un certain nombre d'années. Donc, dans cet accord, il est prévu qu'il y aura 30,1 milliards d'euros pour l'Afrique, 800 millions d'euros pour les Caraïbes, 500 millions
pour le Pacifique. L'accord post-Cotonou promeut le renforcement du dialogue politique et de la coopération au développement. Il devrait permettre au Gabon et à tous les États membres des ACP de faire face plus efficacement aux grandes problématiques de l'heure, parmi lesquelles la démocratie, l'état de droit, les changements climatiques, la paix, la sécurité, le développement humain et social. Le vice-président de la République interghanéenne à l'aéroport international du Ghana, à sa descente d'avion, Rose Christiane Osuka-Raponda a été accueillie par la vice-présidente et a été également reçue par les membres du gouvernement. Le vice-président de la République a pris part à la 3e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du Golfe de Guinée, CGG. Sur invitation du président de la République du Ghana, Rose Christiane Osuka-Raponda a représenté le chef de l'État Ali Bongo Ondimba aux assises en présence d'autres dirigeants ou de leurs représentants. La cérémonie d'ouverture de la conférence a été présidée par le leader ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, par ailleurs président en exercice de la Commission du Golfe de Guinée. Une session extraordinaire qui avait pour but de confirmer la nouvelle composition du bureau du secrétariat de la CGG au terme du mandat de l'équipe sortante. Lors des différentes allocutions, les intervenants ont insisté sur l'importance des objectifs poursuivis par la Commission tels que consacrés par le traité constitutif au regard des enjeux de paix et de sécurité de la sous-région du Golfe de Guinée. Après la prestation de serment du nouveau bureau, les représentants des membres se sont réunis à huis clos pour permettre à chaque cadre exécutif de la commission de renouveler leur engagement à soutenir et renforcer l'action de la CGG au regard des actes de piraterie maritime et des crimes sans cesse croissants dans leur sous-région. Le président en exercice, tout comme les autres intervenants, ont montré l'urgence pour les États membres de payer toutes leurs contributions pour appuyer leur engagement politique. Notons que la 5e session ordinaire de la CGG avait tenu ses assises en octobre 2022 à Libreville. L'Afrique du Sud restera ou ne restera pas membre de la Cour pénale internationale. Au vu des événements, la question prend tout son sens car il y a encore quelques heures, le président Ramaphosa annonçait avec assurance le souhait de son pays de se retirer de cette instance judiciaire internationale. Oui, le parti au pouvoir, le Congrès national africain, ANC, a décidé qu'il était prudent que l'Afrique du Sud se retire de la CPI, en grande partie à cause de la manière dont la CPI a été perçue comme traitant ce type de problème. Quelque temps après, le président Ramaphosa s'est ravisé, évoquant une erreur de communication de l'ANC, le parti au pouvoir. Alors que Pretoria doit accueillir cette année le sommet du groupe de pays réunissant l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie appelés les BRICS, la CPI a émis un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine en mars, ce qui signifie que Pretoria se trouverait dans l'obligation de le détenir à son arrivée. L'Afrique du Sud avait déjà voulu se retirer de la CPI en 2016 après une visite de l'ancien président soudanais Omar el-Béchir. Pretoria avait refusé de procéder à l'arrestation de ce dernier, également visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Mais le retrait de Pretoria avait été contrecarré par la justice du pays, qui avait estimé qu'une telle décision serait inconstitutionnelle. Puissance diplomatique africaine, l'Afrique du Sud refuse de condamner Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine, affirmant adopter une position neutre pour être en mesure de jouer son rôle dans la résolution des conflits. Le statut de Rome définit les crimes internationaux sur lesquels le tribunal pénal international a un pouvoir juridictionnel, dont les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ainsi que les crimes d'agression, conformément aux amendements apportés en 2010. Les États partis au statut de Rome ont l'obligation juridique de coopérer pleinement avec la CPI. Ainsi, l'Afrique du Sud, qui a signé le 17 juillet 1998, puis ratifié et adhéré à cette convention internationale le 27 novembre de l'an 2000, n'a pas d'autre choix que de considérer les prescriptions de la Cour pénale internationale dont elle est un État partie. Les engagements de l'Afrique du Sud vis-à-vis de la CPI l'obligent à livrer le président Poutine, même si les autorités de Pretoria affirment que cette question est en étude. Le pays va-t-il le faire ou va-t-il dire qu'il n'en a pas le droit puisque la Russie, comme le Soudan d'Omar el-Béchir en 2015, n'est pas membre de la Cour pénale internationale. L'Afrique du Sud se trouve donc partagée entre le respect des règles de la CPI et sa propre législation qui garantit l'immunité présidentielle.
Il est important de rappeler que les liens entre l'Afrique du Sud et la Russie remontent à l'époque de l'apartheid, le Kremlin ayant apporté son soutien à l'ANC dans la lutte contre le régime raciste. Mardi matin, les autorités libyennes ont été averties de la présence de 11 cadavres, dont 10 hommes et une petite fille, flottant dans l'eau à quelques mètres du rivage de la ville de Garabouli, située à 50 km à l'est de Tripoli. Au total, 34 corps découverts depuis le naufrage de mercredi dernier. 4 personnes au moins ont regagné à la nage la plage du phare de Garabouli. Au bord du bateau sinistré se trouvaient des Égyptiens, des Pakistanais ou encore des Bangladais d'après les passeports montrés par des rescapés. Dans la soirée, les gardes-côtes ont effectué une seconde mission pour secourir au total 61 migrants à bord d'une autre embarcation en détresse au large de la même ville. Et selon les rescapés, l'embarcation qui transportait environ 80 migrants a coulé à proximité des côtes. Par ailleurs, dans le pays voisin, les gardes-côtes tunisiens ont annoncé lundi avoir retrouvé sur le rivage 31 corps de migrants subsahariens en décomposition rejetés par la mer. Les autorités ont aussi annoncé lundi que 5 migrants d'Afrique subsaharienne avaient péri noyés dans 2 naufrages séparés au large de la Tunisie ces dernières heures. Le chaos qui a suivi la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 a fait de la Libye une voie privilégiée pour des dizaines de milliers de migrants originaires d'Afrique subsaharienne, de pays arabes et d'Asie du Sud cherchant à rejoindre l'Europe par les côtes italiennes. Le Comité national olympique du Gabon va certainement songer à reprendre la Fédération gabonaise de boxe depuis l'élection de son nouveau président élu, Bonaventure Zingou Manfumbi. Pour mémoire, après l'élection en mars 2017 d'Alfred Bongo Ondimba à la FEGA Box, le Comité national olympique de l'époque, dirigé par Léon-Louis Folquet, avait sanctionné lourdement la FEGA Box en retirant cette fédération de ses associations membres. Quelques années après, les choses semblent rentrer en ordre avec l'élection de Bonaventure Zingou Manfumbi, le nouvel homme fort de la FEGA Box. Après son élection à la Fédération gabonaise de boxe, Bonaventure Zingou Manfumbi et son bureau ont été introduits le lundi dernier par le vice-président de la Confédération africaine de boxe, Azania Omo Agege, par Crezon Pambo en vue de sa réhabilitation au sein de cette institution 7 ans après son retrait, à l'heure où la préparation pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 se profile déjà à l'horizon. C'est à juste titre que le vice-président de la Confédération africaine de boxe s'est rendu au siège du Comité national olympique pour rencontrer son président Crezon Pambo et son équipe, mais aussi de leur présenter le tout nouveau bureau de la Fédération gabonaise de boxe élu. En dressant le point de l'élection d'il y a quelques jours, Azania Omo Agege a donné les raisons de cette visite. Celle de savoir si tous les règlements ont été respectés. Crezon Pambo a été très attentif aux explications de son interlocuteur, a par la suite réagi aux interrogations de son interlocuteur, car l'homme fort du Comité national olympique a quant à lui rappelé qu'une élection doit répondre à des normes.